de l'enregistrement. Donc bonjour. La session d'aujourd'hui ne portera que donc sur la fin de l'histoire, et ce qu'il nous reste à faire, c'était uniquement la partie conquête spatiale, et vous avez ça ici, ça va s'afficher. Voilà. Voilà donc l'histoire de la conquête spatiale. Alors, il faut que j'épingle par contre ma vidéo. Voilà, épinglé. Et donc, maintenant que j'ai ça, voilà la conquête spatiale. Alors, la conquête spatiale, on va démarrer par les tout débuts. Les tout débuts de la conquête spatiale, c'est les années 30. Alors, un tout petit peu avant, dans les années 20, un Américain lance la première fusée. La première fusée. Alors, la première fusée qui sort de l'atmosphère, c'est-à-dire avec un ensemble de comburants et le premier véritable moteur fusée, parce que doté d'une tuyère, parce que la fusée, en fait, en tant que telle, elle avait déjà été inventée par les Chinois, probablement avant même Jésus-Christ, parce qu'ils avaient déjà, il y a plus de 2000 et probablement entre 2300 et 2500 ans, avaient déjà inventé le feu d'artifice. Ils connaissaient la poudre, qui n'était utilisée que pour des besoins récréatifs. C'est plus tard qu'on va se rendre compte que la poudre peut aussi servir à lancer des projectiles et donc à construire des armes à feu. Mais la poudre a été découverte par les Chinois, a été inventée par les Chinois pour en faire des feux d'artifice. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et donc la fusée, avec sa poudre qui brûle et son tuyau en fait de carton qui rempli de poudre, va faire une tuyère et va permettre d'envoyer à grande hauteur, à une certaine hauteur, cet ensemble projectiles plus un certain nombre de jolies petites boulettes donc qui vont se consommer de façon colorée. Voilà, ça, c'est déjà au point depuis longtemps. Maintenant, le principe de cette motorisation, donc de cette propulsion par éjection de gaz, va donner l'idée d'en faire des engins plus gros que juste un petit projectile de feu d'artifice, et éventuellement d'envisager de sortir de l'atmosphère et éventuellement des sorties de l'atmosphère, et pourquoi pas y emporter les charges. Donc la première fusée avec un propergol solide va être mise au point dans les années 20 aux États-Unis. Alors c'est un tout petit truc, hein. Elle fait même pas 1 mètre de haut. Ça va être considéré comme pas intéressant pendant très longtemps. Celui qui va véritablement faire de la fusée, parce qu'il rêve depuis son enfance d'aller dans l'espace, c'est un certain Wernher von Braun. Donc Wernher von Braun, né en 1912, il a il a 18 ans en 1930, hein, donc 21 ans quand le nazisme arrive en Allemagne, 1933, la prise de pouvoir d'Adolf Hitler. Et en fait, il est à ce moment-là étudiant en physique. Et il se passionne pour l'astronomie et plus encore l'astronautique, mais qui est une discipline qui n'existe pas encore vraiment, vu qu'on ne va pas encore dans l'espace. On n'a aucun moyen d'y aller. Et donc il réfléchit au concept de fusée. Il travaille, alors il grenouille beaucoup avec le régime nazi. Il a toujours prétendu ensuite qu'en fait, il n'était pas lui-même nazi, qu'il ne faisait pas ça pour des raisons politiques, mais que c'était le seul moyen d'avoir des budgets, de pouvoir faire les recherches sur les fusées. Bon, il est quand même moyennement clair, le Wernher von Braun, en ce qui concerne ses positions idéologiques. Les Américains, en 1945, quand ils ont récupéré Wernher von Braun, ses dessins, ses plans, ses recherches, ses ingénieurs, etc., et qu'ils l'ont rapatrié aux États-Unis,
ont contribué à faire passer Monsieur von Braun à la lessiveuse, à la blanchisseuse et à lui pardonner tout. Et surtout à effacer tout son passé nazi, en tout cas d'ingénieur en chef des fusées de l'Allemagne d'Hitler, parce que eux, ils étaient très intéressés par les technologies dans un contexte de démarrage de la guerre froide avec l'Union soviétique. Alors, Wernher von Braun va concevoir la véritable première fusée opérationnelle à propergol liquide. Donc c'est un missile balistique dont vous voyez un exemplaire ici. La plupart ensuite vont avoir en fait une livrée rouge, noire et blanche ou rouge et blanche avec des carreaux. Et en fait, là on n'en voit pas d'exemplaire dans sa livrée militaire. Celle-ci est une fusée d'essai. Bon, il va rater quand même un nombre assez élevé de tirs. Donc la V2 est elle s'appelle V2 comme d'ailleurs V1, donc lui il n'est pas du tout l'auteur. Hein. C'était des armes destinées à bombarder l'Angleterre depuis essentiellement l'Allemagne, la Hollande, la Belgique et le nord de la France, où subsistent encore 2 rampes de lancement de V1. Il y avait un site de V2 qui était planifié, je crois même qu'il était en construction vers la fin de la guerre, mais évidemment les Anglo-Américains n'ont surtout pas laissé faire ça, ils ont bombardé méthodiquement tous ces sites de lancement de façon à les rendre inopérationnels. Alors il va concevoir ce V2 qui va être un des maillons, un des premiers pas vers la conquête de l'espace. Parce que ce V2 va intégrer toute une série de grandes nouveautés, vraiment de grandes nouveautés, d'énormes innovations. Il a quand même des idées pas inintéressantes vers l'infondement. Il se rend compte que les propergols solides, par exemple, ne permettent pas d'atteindre des températures suffisantes et surtout ne permettent pas d'obtenir des poussées intéressantes pour emmener des charges lourdes et lointaines. Il faut donc trouver des mélanges plus puissants. Alors, pour avoir des mélanges plus puissants, il faut un comburant, l'oxygène, et là, il opte pour l'oxygène liquide. Il faut un carburant et il n'y a pas des millions de solutions. Il faut rechercher un carburant qui contienne le moins de carbone possible et le plus d'hydrogène possible. Alors idéalement, l'hydrogène, parce que c'est la réaction oxygène-hydrogène qui est la plus exothermique. C'est celle qui produit le plus de chaleur et donc qui délivre le plus d'énergie. Alors comme l'hydrogène liquide, ça c'est carrément avec la technologie de l'époque à peu près infaisable d'avoir de l'hydrogène liquide. Il va se rabattre sur quelque chose qui est liquide à température ordinaire, c'est l'alcool. L'alcool, c'est ni plus ni moins que de l'éthylène oxydé. Ça s'appelle éthanol, d'ailleurs. On a là que 2 atomes de carbone, mais 6 atomes d'hydrogène. Ça permet d'avoir déjà quelque chose dont la réaction de combustion, alcool plus oxygène, est relativement exothermique. Et donc, il va développer plein de choses, l'utilisation de l'oxygène liquide, le premier moteur fusée à propergol liquide. Autrement dit, on utilise des carburants qui brûlent dans une chambre de combustion avec une tuyère. Troisième chose, il va mettre au point des outils de stabilisation. Alors, on sait déjà depuis longtemps qu'il y a un outil qui s'appelle le gyroscope. Je vous en ai fait une démonstration. Un gyroscope qui est utilisé d'ailleurs dans les avions actuels sous plusieurs formes. L'indicateur de virage, l'horizon artificiel et le conservateur de cap. Donc, il va développer aussi avec, il n'est pas seul à tout concevoir, il y a toute une équipe d'ingénieurs, mais ils vont travailler sur une centrale inertielle, donc un gyroscope, qui est en fait quelque chose à inertie, de façon à gérer la trajectoire de la fusée et de la maintenir en ligne droite. Grâce à ce gyroscope, il va commander des ailerons qui vont permettre de diriger la fusée et contrôler sa trajectoire. Donc, toute une série d'innovations. Voilà, le travail sur les réservoirs cryogéniques pour garder de l'oxygène à moins 160, etc. etc. CV2
Bon, ils vont pas en tirer des milliers. L'Allemagne a énormément de difficultés, comme elle est déjà en train de perdre des batailles un peu partout. La deuxième partie de la guerre, entre 43 et 45, les premiers ont été tirés en 42, mais à partir de 43, eh ben, l'approvisionnement en matériaux devient de plus en plus difficile, construire des fusées devient de plus en plus difficile. Ils en fabriquent, je ne sais pas, une centaine, 200, quelques centaines à tout casser, qui sont tirés vers Londres. Par contre, là où c'est extrêmement problématique, c'est que là-haut, il y a une charge. Au sommet, il y a une charge explosive de plusieurs centaines de kilos, donc qui peut raser 4 ou 5 immeubles là où elle tombe. Et donc, elles vont tomber sur Londres, elles vont faire des dégâts. Dans Londres, elles vont vraiment faire des dégâts. Surtout que c'est un missile balistique, donc sa trajectoire, eh ben, c'est comme un symbole de McDonald's, hein, c'est une parabole, d'accord. Donc, elle part quasi verticale, puis elle s'incurve, et en fait, elle tombe quasiment verticale à une vitesse supersonique sur son objectif. Ce qui fait qu'elle est inarrêtable, quasi indétectable, et surtout quand elle tape, ben, elle prévient pas, on ne l'entend pas arriver, et ça fait d'un seul coup des très 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 gros dégâts. Donc c'est une horreur, hein, du point de vue des civils, parce que ça tombe aveuglément n'importe où, sur des objectifs civils avec du monde qui n'a pas le temps d'évacuer, et évidemment le résultat est absolument terrifiant. Alors Wernher von Braun va être récupéré par les Américains après la guerre, mais de l'autre côté russe, on a un autre génie, monsieur Korolev, Sergueï Korolev. Lui, il va, bon voilà, à la fin de la guerre, les Américains récupèrent von Braun et une bonne partie des équipes allemandes. Une petite partie des équipes allemandes, et entre autres, notamment des gens qui travaillaient pas seulement sur les fusées de Wernher von Braun, mais également dans le bureau d'études, qui travaillaient sur les turboréacteurs du Messerschmitt Me-262, eux, ils vont être récupérés par les Français. Les Russes vont récupérer beaucoup de matériel, mais très peu d'hommes, très peu de compétences. La plupart des ingénieurs et des gens un peu compétents vont assez rapidement fuir vers l'ouest avant que les Russes ne leur mettent le grappin dessus. Et donc, une partie des gens vont être récupérés par les Français et vont permettre de développer pas mal de choses, notamment les moteurs de la SNECMA. Et sur tout l'aspect spatial, c'est les Américains qui vont récupérer le matériel, vont récupérer des V2 entiers qui ont été fabriqués et qui n'avaient pas encore été tirés. Et tout ça va être emporté par les Américains au Texas avec l'équipe de Wernher von Braun. Et ça va les amener à très très vite travailler, comprendre que le concept V2 est un concept très intéressant, surtout si au sommet du V2, on n'y met plus une bombe classique, mais une bombe nucléaire. Et donc, dès 1946-47, les Américains font travailler Wernher von Braun et son équipe sur des missiles intercontinentaux nucléaires. Donc, ça va déboucher sur des missiles qui s'appellent Redstone et surtout celui qui existe toujours, qui est le cœur de la défense, de la dissuasion nucléaire américaine, c'est Minuteman, qui peut être tiré depuis le sol ou depuis un sous-marin. Alors, les Russes, de leur côté, ils ont un ingénieur génial, Sergueï Korolev. Sergueï Korolev, lui aussi, il est mis très très vite par Staline et le comité directeur, le comité central du parti communiste soviétique sur l'étude de missiles permettant de menacer les États-Unis avec de l'arme nucléaire. Il va mettre au point les missiles R7. Donc de 1947 à 1957, ces 10 années-là sont des deux côtés entièrement consacrés à la propulsion de missiles dont l'objectif était un objectif militaire, transporter une charge nucléaire. Mais évidemment, plus vous allez loin, plus il faut monter haut pour permettre d'avoir une trajectoire en cloche qui permette d'atteindre votre objectif. Comme grosso modo, même par le chemin le plus court du nord de la Sibérie,
à la région des Grands Lacs, Chicago, etc., ça fait quand même pas loin de 4000 km. Il y a donc nécessité de concevoir des missiles de très grande taille, capables de monter très haut pour pouvoir redescendre pour toucher un objectif qui est à 4000 km. Donc se pose rapidement la question de la phase spatiale du vol. En fait, ces missiles, à un moment donné, ils vont sortir de l'atmosphère, ils vont se retrouver dans l'espace avant de re-rentrer dans l'atmosphère pour frapper leur cible. Ce qui va poser plein de problèmes. Mais ce qui, du coup, aussi amène à se poser des questions et l'espace, si on y allait pour y rester. On va commencer une course à l'espace. Alors Korolev, son génie, lui, il n'est pas tellement sur la structure. Le génie de Korolev, c'est les moteurs. Là aussi, là où von Braun est plutôt sur la conception de la structure et de la navigation, mais d'autres ingénieurs vont l'aider à mettre au point des moteurs. Korolev, lui, est un génie de la motorisation. Il va mettre au point des procédés de refroidissement des tuyères, d'injection du carburant dans les moteurs qui vont être extrêmement innovants. Alors, de même que la problématique de garder de l'oxygène à l'état liquide à moins 167 encore jouable, garder de l'hydrogène à l'état liquide à moins 230, c'est très compliqué. Donc les fusées, les missiles R7 ici vont être en partie à poudre, mais la partie propergol liquide va utiliser cette fois-ci de l'oxygène liquide, mais pas de l'alcool comme les V2 de Wernher von Braun, mais du kérosène. Alors, finalement, aller dans l'espace, c'est une idée que tout le monde avait, même si au départ, ils ont surtout travaillé pour des objectifs militaires. Eh bien, utiliser l'espace pour d'autres besoins, peut-être pour y aller, peut-être pour l'explorer, mais avec également des arrière-pensées militaires, parce que depuis l'espace, vous pouvez observer l'ennemi. Les Russes sont les premiers à utiliser une fusée R7, cette fois-ci non pas pour aller atteindre un objectif militaire à distance, donc l'objectif n'est pas de redescendre en piqué pour emporter une bombe, mais de modifier la trajectoire pour continuer à accélérer jusqu'à atteindre une vitesse suffisante pour rester dans l'espace. Et donc le 4 octobre 1957, date à mémoriser, le premier objet humain à rester dans l'espace, donc à rester en orbite, et donc à être satellite artificiel de la Terre, c'est ce bout de ferraille, cette boule de ferraille qui s'appelle Spoutnik. Alors Spoutnik, c'est extrêmement fruste. Il n'était absolument pas prévu qu'il revienne vers la Terre. Je crois qu'il est revenu d'ailleurs depuis, je crois qu'il est retombé. Mais il y est resté quand même un certain temps en orbite. Il a été envoyé sur une orbite certes qui est dite basse, mais il a quand même tourné un bon moment. Il a tourné plusieurs années. À l'intérieur, il y avait quoi? Il y avait un simple émetteur radio sur onde courte, de façon à pouvoir traverser l'ionosphère qui entoure la Terre et qui envoyait simplement un signal qui faisait bip, 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 bip à intervalles réguliers sur une certaine fréquence. Et l'objectif était non seulement de savoir, d'être capable d'envoyer un objet qui reste dans l'espace, de savoir où il se trouve, parce qu'en envoyant un simple signal à intervalles réguliers avec un goniomètre, ça permettait de le suivre, donc de savoir où il était, donc de suivre sa trajectoire, et 3, de tester les problèmes de communication avec un satellite. Avant d'envoyer autre chose ou plus sophistiqué, il fallait savoir si on était capable de recevoir le signal et surtout si ce signal était fortement déformé ou non par un phénomène qu'on appelle l'effet Doppler. C'est le phénomène qui fait que lorsque vous croisez sur la route une voiture qui fait du bruit, eh bien, lorsque elle se rapproche de vous, le son est plus aigu, et lorsqu'elle s'éloigne de vous, le son est plus grave. Ça s'appelle l'effet Doppler. En effet, la fréquence du son est comprimée par la vitesse de rapprochement et elle est dilatée par la vitesse d'éloignement.
Donc on obtient le truc qui fait voilà. Donc quand elle se rapproche, c'est aigu, et quand elle s'éloigne, c'est grave. Or, il se passe exactement la même chose pour les ondes radio. Autrement dit, si vous émettez par exemple sur 100 kHz, une onde radio 100 kHz, donc là on est en ondes, ça s'appelle des ondes courtes, mais on est sur ce qu'on appelle des ondes moyennes, on est plus sur des ondes longues, on est plus sur des ondes moyennes. Si vous émettez sur 100 kHz et que votre satellite se déplace à 35 000 km/h, ce qui est à peu près la vitesse qu'il faut avoir pour rester en orbite, eh bien, lorsqu'il se rapproche de vous, eh bien, le signal, il est à 95 kHz, et lorsqu'il va s'éloigner de vous, d'un seul coup, le signal, lui, va être à 105 kHz. Voilà. Donc, il a fallu mesurer l'effet Doppler. C'est la raison pour laquelle les Russes ont envoyé cette petite boule totalement passive dans l'espace. Évidemment, de l'autre côté de l'Atlantique, ça a été un choc. Ça a démontré, d'une part, la maîtrise des lanceurs, deux, la capacité à mettre sur orbite un objet, et un objet qui tourne autour de la Terre sans que l'on puisse le neutraliser, et donc un objet potentiellement dangereux ou au minimum observateur. Ça a fortement vexé les Américains, qui ont mis les bouchées doubles. Wernher von Braun a été prié de laisser tomber ses missiles militaires et de se dépêcher de se mettre au boulot, et ils vont mettre, voilà, les bouchées doubles, c'est le cas de le dire, parce que 4 mois plus tard, ils vont envoyer eux aussi un bout de ferraille dans l'espace, qui d'ailleurs ne fait pas grand-chose de plus que Sputnik. En fait, il envoie aussi un signal radio, mais un tout petit peu plus sophistiqué quand même, et ils font ça le 1er février 58. Pendant plusieurs années, les Américains vont être en retard systématiquement par rapport aux Russes. Deuxième objectif, envoyer un homme. Alors, entre-temps, entre 1957-58 et 1961, il va y avoir beaucoup de choses. Alors, tout de suite après l'envoi de Sputnik, en octobre 57, un mois plus tard, en novembre 57, les Russes envoient une chienne, Laika. Laika est envoyée à bord de Sputnik 2, mais là, ils ont assez mal géré leur coup, elle meurt au bout de quelques heures. Ceci étant, certes, c'est le premier martyr de l'espace, mais ça a permis aux Russes de tirer plein d'enseignements sur les problématiques donc de pressurisation, d'isolation thermique, etc. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient totalement mésestimé toute une série de paramètres, et dommage pour Laika, mais ça a quand même été ce qui a permis de faire le premier vol avec un être humain 4 ans plus tard, en avril, 3 ans et demi plus tard, avril 61, Yuri Gagarin. Yuri Gagarin est le premier cosmonaute, ça c'est le terme russe. Les Américains, les Russes ont des cosmonautes, les Américains ont des astronautes, les Français ont des spationautes, et les Chinois ont des taïkonautes. Voilà. Le premier cosmonaute dans l'espace, c'est Yuri Gagarin dans une capsule qui s'appelle Vostok. Voilà, et qui est en fait presque une sphère, pas tout à fait, mais ça ressemble à une sphère. Les Russes ont toujours, pratiquement tous leurs vaisseaux spatiaux, ils sont restés très attachés au concept de la sphère. Pour diverses raisons, c'est des questions à la fois de résistance structurelle, là où les Américains sont plutôt dans le cône. Les Russes sont toujours restés fidèles à la sphère, que ce soit pour Vostok que pour la série de vaisseaux ultérieurs qui s'appelle Sputnik et qui sont toujours utilisés actuellement, et qui servent notamment aux Russes à envoyer des gens dans l'espace, voire vers l'ISS. Et ils sont très attachés à la sphère parce que c'est une structure qui est dite isostatique, c'est-à-dire que quand vous appuyez dessus, les forces s'annulent dans toutes les directions. Et ça a aussi l'autre avantage, c'est que lors de la rentrée dans l'atmosphère, ça permet de dissiper assez plus simplement l'énergie par l'écoulement autour de la structure, et donc de simplifier la problématique du bouclier thermique et de l'échauffement lié à la rentrée dans l'atmosphère. Il y a un troisième avantage aussi, c'est dans l'espace, il n'y a pas d'isolation thermique. Vous n'avez pas d'atmosphère autour de la capsule. Autrement dit, le côté au soleil est à 250 degrés et le côté à l'ombre est à moins 250. En fait,
pas tout à fait, il est à moins 200 et des poussières. Donc, il est impossible de garder une position fixe dans l'espace. Il faut impérativement tourner sur lui-même en permanence de façon à ce que ça soit pas que ça soit pas le même côté qui chauffe, sinon il finirait par subir des dégâts colossaux, et que ce soit pas le même côté qui soit tout le temps au froid. Donc, mettre en rotation lente une sphère permet justement de simplifier les choses. Alors, les Russes envoient d'abord Laika qui meurt, puis envoient Yuri Gagarin en 61. Là aussi, les Américains sont vexés comme des poux. Eux, ils ont quand même envoyé pas mal de choses aussi dans l'espace entre 57 et 61. On commence à envoyer des satellites qui ont des fonctions de type communication militaire d'abord, des satellites qui sont capables d'émettre et recevoir des ondes radar, donc détecter les radars qui sont au sol, parce qu'un radar, pour y voir, il émet un signal qui rebondit sur un avion et qui revient ensuite. Mais quand ils émettent un signal, ils l'émettent dans toutes les directions. Donc, ils arrosent la planète entière. Donc, si vous avez un satellite au-dessus, par exemple, de l'Union soviétique, et que vous écoutez les fréquences qui sont de l'ordre d'environ 2 GHz, c'est-à-dire une longueur d'onde de l'ordre de 1 mètre, eh bien, quand vous écoutez sur cette plage de fréquences, eh bien, vous voyez s'allumer par terre tous les endroits où il y a un radar actif. Voilà, donc les Américains ont très vite compris l'intérêt militaire d'avoir des satellites d'observation électromagnétique, d'observation radio, et puis un peu plus tard vont commencer les satellites d'observation optique. Voilà, donc ils vont faire beaucoup de choses, mais quand les Russes vont envoyer le premier homme dans l'espace, Gagarine, ils vont être vexés comme des poux. Après, toujours en tête, les Soviétiques, pendant très longtemps, ils vont avoir le lead, jusqu'au milieu des années 60. Ils sont les premiers à envoyer une femme dans l'espace. 2 ans après Yuri Gagarin, avril 61, en juin 63, la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova. Quand cette présentation a été faite, elle était encore en vie. Elle est décédée il y a très peu de temps, il y a 1 an ou 2 ans. Donc, juin 63, elle la première femme dans l'espace. Le premier à sortir dans l'espace est également un Russe, Alexei Leonov, 1934. Voilà. Né en 34, le 18 mars 65, il fait la première sortie extravéhiculaire. Là aussi, les Russes ont beaucoup appris et sont très en avance en mettant au point justement un scaphandre pressurisé permettant à un individu de sortir dans l'espace sans exploser comme un ballon de baudruche ou sans mourir instantanément par dépressurisation. Parce que dans l'espace, la pression est égale à 0. Quand la pression est égale à 0, votre sang se met à bouillir à 37 degrés. Ça veut dire que vous sortez dans l'espace sans protection, vous avez instantanément tous les vaisseaux de surface dans la peau qui se mettent à bouillir. Inutile de dire que vous explosez littéralement comme un ballon. La mort est instantanée dans l'espace. À la pression 0, la mort est quasi instantanée. Votre sang se met à bouillir à l'intérieur des vaisseaux, dans le cerveau, partout. La mort est instantanée. Donc il faut avoir évidemment un scaphandre permettant de maintenir à l'intérieur du scaphandre une pression suffisante pour que vous ne mouriez pas. Qui plus est, pareil que pour le vaisseau, le côté au soleil, là, il est à 200 degrés, le côté à l'ombre, il est à moins 150. Donc il vous faut un scaphandre qui en plus assure non seulement la pressurisation et l'isolation thermique. Donc il doit permettre de respirer, il doit permettre de maintenir la pression, etc. Donc autant vous dire que mettre au point un scaphandre permettant de sortir dans l'espace était un beau challenge technique. Les Russes l'ont relevé. 1965. Bon, les Américains, vexés comme des poux, évidemment, ne pouvaient pas en rester là. Ils développent très vite, dès 1959, le programme Mercury, mais le premier Américain dans l'espace, il va partir là aussi quelques semaines après Yuri Gagarin. Gagarin, 12 avril 61. Ils avaient développé le programme Mercury pour faire du vol suborbital et pour envoyer des équipements d'observation à l'espace. Ils prennent la capsule Mercury, ils virent tous les équipements qui sont dedans, ils y mettent un siège et ils y mettent quelqu'un dedans. Il s'appelle John Glenn. Voilà. Non, pardon, c'est pas lui qui est le premier. C'est Shepard, le premier astronaute dans l'espace, Alan Shepard. Premier astronaute dans l'espace, 5 mai 61.
exactement 3 semaines après Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, 12 avril, 5 mai, 3 semaines plus tard, Alan Shepard on l'installe dans une capsule Mercury et on l'expédie dans l'espace. À bord de la capsule Mercury, comme elle était destinée à partir dans l'espace sans personne à bord avec uniquement des équipements, il y avait tout ce qu'il fallait, en quelque sorte le pilote automatique avec la centrale inertielle, etc., destiné à ce qu'il reste en orbite et à ce qu'elle rentre toute seule. Sauf que il n'y a rien qui fonctionnera. Alan Shepard, non seulement va être le premier astronaute à sortir dans l'espace, mais il va également reprendre les commandes manuellement pour rentrer dans l'atmosphère manuellement. Un authentique exploit. Il avait une chance sur 100 d'y arriver. Bon, il a réussi. Les Américains tirent bien entendu toutes les leçons qui vont bien. Alors, il faut savoir que comme Gagarine ne va pas faire d'orbite en fait. Il va décoller, il va faire le tour et il va redescendre dans l'espace, vers la sol. Autrement dit, il ne fait pas tout à fait un tour complet. C'est-à-dire qu'il commence à rentrer dans l'atmosphère avant d'avoir terminé son tour complet. C'est pareil pour Shepard. Il décolle, il fait presque un tour et il revient quasiment à la case départ. Par contre, c'est Scott Glenn qui va être le premier Américain à faire des orbites. Et là, par contre, ils ont damé le pion aux Russes. Parce que les Russes vont faire que des vols paraboliques en quelque sorte. Mais le premier Américain à faire des orbites, il va faire 3 tours, John Glenn, le 20 février 1962. Donc ils vont laisser un objet habité faire des orbites autour de la Terre. Et il va rentrer au bout du 3e tour, 20 février 62. Les fusées qui vont servir à lancer ça, au départ, le programme Mercury, ici, c'est des fusées qui s'appellent Redstone. Il y a une seule personne à bord d'une capsule Mercury. Ensuite, on va développer Mercury, puis on va développer le programme Gemini. Alors Gemini, on va passer de Mercury où il n'y a qu'une seule personne à bord. Le programme Gemini, comme jumeau en latin, va embarquer des capsules avec 2 personnes à bord un peu plus tard. Elles vont servir à préparer les vols suivants. Et vous voyez que le concept des Américains, c'est une forme en quelque sorte de cône, là où les Russes sont restés jusqu'au bout et toujours aujourd'hui sur la base de la sphère. Là aussi, vexé par les Russes qui font voler une femme en 63 et une première sortie extravéhiculaire en 65, en Gemini, ils vont faire 2 innovations importantes. La première, c'est, bon, ils vont rattraper les Russes sur la question des sorties extravéhiculaires. Donc, ils vont faire beaucoup de progrès sur la maîtrise de la trajectoire et notamment la possibilité de changer d'orbite, c'est-à-dire de passer d'une orbite basse à une orbite plus élevée, donc d'éloigner le vaisseau spatial. Ils vont faire un deuxième gros progrès, là auquel les Russes n'avaient pas vraiment, sur lequel les Russes n'avaient pas travaillé, c'est la notion du rendez-vous spatial. Ils vont lancer 2 capsules Gemini qui vont se retrouver sur une orbite et s'accoupler. Donc permettant aux deux capsules de s'arrimer l'une à l'autre. Ça, c'est un truc très, très, très compliqué et très, très difficile. Et c'est un véritable exploit. La technique du rendez-vous spatial est mise au point et c'est parce qu'ils maîtrisent le changement d'orbite sans changement de vitesse ou le changement de vitesse sans changement d'orbite, parce que c'est assez complexe cette histoire-là. Parce que quand vous prenez une capsule comme celle-ci, si vous mettez en route le moteur et que vous accélérez, que se passe-t-il? Si vous accélérez, eh bien, comme vous allez plus vite, votre vitesse de rotation autour de la Terre augmente. Donc la force centrifuge augmente, alors que la traction terrestre est constante. Si la force centrifuge augmente, eh ben, automatiquement, vous vous éloignez de la Terre. Autrement dit, votre orbite, l'altitude de l'orbite augmente. Dès que vous accélérez, vous vous éloignez. Donc, c'est assez complexe. Forcément, si vous voulez que 2 objets sur une orbite donnée se rencontrent,
Si l'un des deux accélère pour attraper l'autre, il le rate à tous les coups, vu que forcément, s'ils sont sur la même orbite, celui qui accélère, d'un seul coup, va s'éloigner. Donc, il faut que celui qui accélère soit en dessous, pour, au moment où il va atteindre la bonne vitesse, il soit sur l'orbite de l'autre. C'est super compliqué. Voilà. Donc ça, ils vont réussir à le faire. Ils vont faire le rendez-vous spatial. Pourquoi le rendez-vous spatial est important et pourquoi la sortie extravéhiculaire aussi est importante? Parce que ça va leur permettre de travailler sur un système en 2 parties pour aller sur la Lune. L'objectif lancé dès sa prise de pouvoir, son inauguration en tant que président en janvier 1960, par John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis, élu en novembre 59, est inauguré, comme le font les Américains. Les Américains inaugurent le président, toujours le 21 janvier de l'année qui suit son élection. Eh bien, dès son discours, très peu, non, c'est pas lors de son discours d'investiture, c'est un peu plus tard, Kennedy annonce que l'objectif, c'est la Lune. Je crois que c'est en 62. Voilà. Donc, tout va tendre vers le programme lunaire. Donc, Mercury va être rapidement arrêté. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que là, vous voyez une jolie photo avec cette personne-là, mais ça, c'est déjà les équipages de la navette, ça. Ça, c'est pas des équipages. Ah, si, non, pardon. Ça, c'est les équipages Mercury. Ils avaient encore la tenue de Mercury qui ne permettait pas de sortir dans l'espace. Les Américains vont aussi mettre un certain temps à mettre au point le scaphandre. Alors, il faut savoir que le premier être vivant américain qui soit parti dans l'espace n'est pas un homme. Autant les Russes ont envoyé un chien, une chienne en l'occurrence, Laika. Les Américains, eux, ils vont envoyer un singe, un chimpanzé. Parce qu'ils n'étaient pas très sûrs de leur coup au niveau des vols habités. Pareil, donc ils ont envoyé un chimpanzé dans l'espace pour tester les systèmes de pressurisation, de refroidissement, de conditionnement d'air. Il va juste faire un tour, donc un vol de à peine plus de 2 heures, 2 ou 3 heures, et il va être récupéré sain et sauf, en parfaite santé. On ne sait pas par contre s'il a été psychologiquement traumatisé, mais bon, en tout cas, il va faire le vol et lui, il va rentrer en parfaitement bonne santé, contrairement à Laika qui va mourir dans l'espace. Donc ensuite, on va y envoyer des hommes, lorsque Kennedy lance le programme lunaire, eh bien, il faut construire un véhicule en 2 parties. Le véhicule qui va permettre de se mettre en orbite, puis de quitter cette orbite et d'aller se mettre en orbite lunaire, et surtout l'objet qui va permettre de descendre et atterrir sur la Lune. Sauf que pour descendre, donc il faut un truc en 2 parties, donc il faut déjà aller l'accrocher, et surtout une fois qu'il sera descendu sur la ligne et qu'il va remonter, il va falloir le récupérer, donc se réaccrocher au module de commande. Donc on va faire un système en 2 parties. Celui-ci qui s'appelle le module de commande, avec un gros moteur qui lui permet de s'arracher de l'orbite terrestre pour partir vers le point de Lagrange et se mettre en orbite lunaire. Et puis ensuite, une fois qu'il est en orbite lunaire, eh bien, de pouvoir là aussi remettre en route le moteur pour s'arracher à l'orbite lunaire et retourner vers la Terre. Deuxièmement, ici, il y a un SAS qui va permettre d'accrocher le deuxième système qui est le LEM, le Lunar Module. En fait, il s'appelait LM, Lunar Module. Donc, tout le monde appelait LEM, en rajoutant un E au milieu, qui ne veut rien dire, le E, pour aller atterrir sur la Lune grâce à ce système de freinage. Ici une fusée de freinage avec avec son moteur en dessous. Et ensuite, cette partie-là est restée sur la Lune et ce machin-là, avec un gros pétard accroché en dessous, va décoller tout seul. Donc la moitié supérieure va repartir avec les 2 astronautes pour venir se raccrocher là. Inutile de vous dire que c'était assez complexe. Voilà. Donc c'est comme ça que plusieurs vols vont être effectués. Apollo 7 et 8 vont faire des orbites autour de la Terre. Le premier, c'est Apollo 9. Apollo 9 va être le premier à s'arracher à l'orbite terrestre et à faire le tour de la Lune, à se mettre en orbite lunaire et revenir. Donc on a vérifié que ça marchait. Et c'est là qu'on a eu, grâce à Apollo 9, les premières photos. Alors il y a eu quelques sondes lunaires qui ont été envoyées avant, mais il y a eu des photos remarquables de la surface de la Lune, de la face cachée de la Lune. Parce que la technique a quand même pas mal évolué.
Puis Apollo 10 va le refaire et on va avoir Apollo 11 avec Neil Armstrong, 21 juillet 69, et Buzz Aldrin descendent se poser sur la Lune et mettre les premiers le pied sur la Lune. Ça a été fait avec une fusée Saturn V. Après, eh ben, évidemment, le programme Apollo va continuer. Il était prévu d'avoir 20 lancements. Apollo 12 va retourner sur la Lune à un autre endroit. Apollo 13, ça va se passer très très mal parce que ici, un réservoir d'oxygène du module de commande va exploser en orbite. Évidemment, tout va être, voilà, la situation va être extrêmement dégradée. Il va exploser pendant qu'ils sont en route vers la Lune. Et donc, ils vont juste faire un tour de la Lune et ils vont revenir avec le LEM accroché au nez pour se remettre en orbite terrestre, où on va faire des trucs démentiels pour essayer de sauver la situation en récupérant une partie de l'énergie du LEM parce que tout est détruit ici, là, etc., etc. Et le film d'ailleurs sur Apollo 13 est pas mal du tout. Il explique bien les différents problèmes qu'ils vont rencontrer au fur et à mesure et comment ils vont les résoudre. Ils vont finir par rentrer sains et saufs. Alors après, il va y avoir une grande pause, puis vont se faire uniquement 3 vols, 14, 15, non 4 vols. Apollo 14, 15, 16 et 17. 17 sera le dernier, la fin du programme sera annulée. Et si je me souviens bien, les 2 derniers vont partir avec non seulement le LEM, mais également avec une Jeep, la fameuse Jeep lunaire. Voilà. Qui va permettre aux astronautes d'explorer un rayon de plusieurs kilomètres autour du LEM et de rapporter plein d'informations sur la structure géologique de la Lune, etc. Alors après, on va arrêter Apollo et puis ça va être une grande pause. Pendant que Apollo a eu lieu, on travaillait déjà sur un autre programme, à savoir la navette spatiale. Donc d'avoir cette fois-ci un véhicule ressemblant plus à un avion qu'à une capsule et qui puisse revenir. Alors qui était un truc énorme du point de vue de la taille, du point de vue du poids, du point de vue de la complexité. La navette spatiale a été mise en service. Alors tout le reste au niveau spatial, tout ce qui est satellite, etc., tout va évoluer toujours dans la continuité. C'est-à-dire on a toujours une grosse fusée avec des propergoles liquides. Éventuellement, comme elles sont de plus en plus grosses et qu'on ne peut pas avoir des réservoirs liquides trop gros pour plein de raisons, on va mettre des boosters à poudre qui fonctionnent pas trop mal. Les boosters à poudre permettent d'avoir des puissances suffisantes pour pouvoir envoyer des charges très lourdes dans l'espace. Alors, on va tenter un truc qui est effectivement les navettes. La navette réutilisable. Malheureusement, la navette réutilisable, il a quand même fait plus de 200 vols, hein, 135 vols civils, mais il y a aussi une centaine de vols militaires, parce qu'il y avait la version militaire de la navette, dont évidemment personne ne savait ce qu'il y avait dans la soute, à quoi ça servait, qu'est-ce qui était observé. Donc je crois que le dernier vol c'est STS-235. Voilà. La navette spatiale américaine est mise en service en 81. Donc presque 10 ans après le dernier Apollo 17 qui était en 72 ou 73. Voilà, elle est retirée en juillet 2011. Ils en ont malheureusement perdu 2 sur les 5. Parce qu'en fait, c'est très compliqué. Ils en ont perdu une au départ, avec explosion ici du réservoir. Il y a un booster à poudre qui a commencé à brûler par le milieu, ici le joint, et le joint a mis le feu à ce gigantesque réservoir d'oxygène et d'hydrogène, et elle a explosé peu de temps après le décollage, 1 minute 30 ou 2 minutes après le décollage. La deuxième qu'ils ont perdue, elle, c'est au retour dans l'atmosphère. Là, c'est le bouclier thermique qui a subi des dégâts. Comme le bouclier thermique a subi des dégâts, la navette a commencé à se consumer et elle a explosé au moment de son retour dans l'atmosphère. Donc, deux navettes perdues sur 5, à chaque fois 7 morts, parce qu'il y avait 7 personnes à bord, ça fait beaucoup. Voilà. Donc, ça a contribué à l'arrêt définitif du programme, beaucoup trop cher, beaucoup trop complexe, trop peu fiable, alors que les fusées sont de plus en plus fiables. On a très peu d'échecs sur le lancement des fusées. On en est à des milliers de fusées dans tous les pays. Voilà, il y a des séries qui atteignent quasiment 100% de fiabilité.
Alors, on n'envoie que des satellites, mais même sur les grosses fusées qui servent aujourd'hui à envoyer, y compris des capsules habitées, on a de très bonnes fiabilités. Les Russes ont tenté, cette fois-ci, ils étaient à la ramasse, à la remorque. Ils ont tenté de créer Buran, qui est une copie conforme de la navette spatiale américaine, plus petite, plus compacte. Pas idiot, ça aurait pu marcher. Bon, le problème, c'est qu'on arrivait sur la fin de l'Union soviétique en 1988, un seul vol, 2 exemplaires qui sont en train de prendre la poussière dans un hangar abandonné au Kazakhstan. Voilà, terminé, programme arrêté, et 2 ans après, l'Union soviétique s'effondre, 1990. Alors, qui sont les nations spatiales aujourd'hui qui ont la capacité à envoyer quelque chose dans l'espace? Ils ne sont pas très nombreux. Aujourd'hui, la Russie. La Russie a des lanceurs, envoie des satellites et envoie des capsules habitées. Les États-Unis ont également des lanceurs capables de lancer des satellites de toute nature et des capsules habitées. Pendant un certain temps, c'était la navette. Pendant un bon moment, il n'y a eu rien du tout. Donc, les seuls moyens d'aller dans l'espace, c'était avec les Russes. Et c'était d'ailleurs les Russes qui assuraient contre rémunération l'envoi des astronautes de toute nationalité vers la station spatiale. La NASA a financé des acteurs privés, donc SpaceX avec Crew Dragon et Boeing avec, ça y est, j'ai oublié le nom de la capsule de Boeing, qui d'ailleurs n'a fait pour l'instant qu'un seul vol, et ça s'est pas très bien terminé parce que la capsule de chez Boeing, elle a fait l'aller jusqu'à la station, et quand elle est arrivée dans la station, on s'est rendu compte qu'elle fuyait comme une vieille baudruche. Donc qu'il n'était pas question qu'elle revienne avec des personnes à bord. Ils ont fini par réussir à la ramener à vide sans qu'elle ne se désintègre, mais c'est pas passé loin. Donc aujourd'hui, il n'y a que SpaceX qui est opérationnel, donc avec Crew Dragon, pour envoyer des hommes vers l'espace. D'autres acteurs privés travaillent sur la question, mais c'est la seule qui est capable de faire une mise en orbite pour l'instant. Les autres travaillent sur du suborbital. Boeing va travailler sur sa capsule, évidemment, pour représenter une alternative. Car la NASA a décidé de ne plus fabriquer de capsules, mais de faire travailler des industriels privés sur la base de son cahier des charges. Donc la NASA achète en quelque sorte des tickets à des gens qui, eux, construisent les fusées et les lancent. Alors l'Europe, aujourd'hui, a un lanceur Ariane. Elle avait Ariane 5 extrêmement performant. C'est l'étude d'une version Ariane 5 améliorée permettant d'envoyer éventuellement des charges plus lourdes, donc une capsule habitée, qui a conduit à la mise au point de Ariane 6. Le problème, c'est qu'on a mis un peu beaucoup de temps. Pendant un certain temps, on a été absent du marché, et pour l'instant, Ariane 6 semble bien fonctionner. Elle a fait son 2e vol dans des conditions tout à fait satisfaisantes, pardon. Voilà, mais l'Europe n'a pas pour l'instant l'ambition d'envoyer des hommes dans l'espace. Elle se contente, quand elle a des cosmonautes à envoyer, des spationautes à envoyer, de l'agence spatiale européenne, ESA, European Space Agency, d'utiliser soit les Russes, soit les Américains. Enfin, la Chine a créé, à partir de son travail sur des lanceurs balistiques intercontinentaux destinés à des usages militaires, les a sérieusement améliorés pour avoir des lanceurs qui s'appellent Longue Marche, et qui lui a permis d'envoyer assez rapidement des hommes dans l'espace, et même maintenant de construire une station spatiale qui a des ambitions et manifestement des capacités bien moindres que l'ISS, que la station spatiale. Alors les stations spatiales, je ne sais pas si on en parle là, oui, si on en parle, voilà. C'est quelque chose d'intéressant. On ne sait pas trop quels sont les objectifs de la station spatiale chinoise. Là aussi, c'est assez opaque, et c'est très probablement à 90% militaire. Alors, on a un certain nombre d'autres nations qui se sont lancées dans l'espace. L'Inde a des lanceurs. Le Japon a également une fusée capable de mettre des petits satellites en orbite. Peu de nations ont des lanceurs lourds. Okay, des lanceurs lourds capables de lancer des satellites de plusieurs tonnes, voire dizaines de tonnes, et surtout capables, s'ils sont capables de lancer des satellites lourds, de lancer des capsules. Aujourd'hui, seule la Russie et les États-Unis peuvent lancer des hommes. La Chine lance des hommes, mais voilà. C'est vraiment que pour desservir sa station spatiale.
Mais ils annoncent qu'ils vont aller sur la Lune. Alors là aussi, maintenant, c'est plus la compétition États-Unis-Russie, on est dans une compétition États-Unis-Chine. Les États-Unis veulent retourner sur la Lune, mais essentiellement pour s'en servir comme base arrière pour aller plus loin. L'Europe a décidé que c'était pas intéressant d'envoyer des hommes. Par contre, elle travaille sur des lanceurs lourds. Après, il y a plein de pays qui ont des lanceurs légers. L'Inde est capable de mettre ses propres satellites en orbite, mais pas des gros. Par contre, ils sont très très agressifs sur le marché des satellites de petite et moyenne taille. Pareil pour le Japon. Le Japon a une capacité de lancement. Les Allemands viennent de se lancer via une start-up récemment dans la possibilité d'envoyer une charge en orbite. Le résultat du premier lancement est absolument désastreux. La fusée a explosé au bout d'une vingtaine de secondes. Mais bon, ils estiment que c'est très réussi parce que ça continue. Alors, on a des gens comme SpaceX là, avec son Super Heavy, là, sa très grosse fusée, destinée à emmener cette fois-ci des équipages et des charges beaucoup plus lourdes en orbite, en vue éventuellement de poursuivre plus loin vers la Lune ou vers Mars. Donc ça, c'est l'ambition et le fantasme d'Elon Musk. Pour l'instant, au 4e lancement, sa super fusée a explosé à chaque fois. Donc c'est pas gagné. On a des compétiteurs aussi qui arrivent aussi sur le marché. On a en particulier, attendez, qui c'est qui vient d'arriver sur le marché là? Donc on a parlé de l'Inde, de Japon. Moi j'ai oublié, bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Après, les stations spatiales. Alors ça c'est les premiers à avoir lancé une station spatiale, c'est les soviétiques. C'était encore l'époque où ils avaient encore une certaine splendeur, mais ça va se casser la figure très très vite. En effet, 89 chute du mur, 1991 dissolution de l'Union soviétique et création de la CEI, indépendance des États faisant partie de la CEI. Donc bon, il n'empêche que grâce quand même au soutien des Américains, les Russes vont pouvoir maintenir la station spatiale Mir, Mir qui veut dire paix en russe. La station soviétique, ils vont être les premiers à avoir l'idée de créer une station en orbite. Vous en avez d'ailleurs ici une jolie illustration en bas à gauche. Cette station soviétique va être utilisée par beaucoup de monde. Parce que les Russes d'entrée de jeu vont dire non, non, il n'y a aucun usage militaire et on va vous le prouver parce que vous pourrez venir. Et c'est ouvert à tous les chercheurs du monde entier, c'est ouvert à toutes les nations du monde qui peuvent venir, évidemment, ils facturaient évidemment, puisque c'était leur lanceur Soyouz qui montait qui faisait l'ascenseur pour aller desservir la station, et qui faisait évidemment le taxi retour pour ramener les gens au sol. Ils vont du coup donner beaucoup d'idées et ils vont surtout donner l'idée de son successeur parce que Mir, malheureusement, comme toutes les stations, elles ne sont pas à des orbites très très hautes. Forcément, il y a du frottement. Forcément, l'orbite décroît inéluctablement. Alors, on leur donne régulièrement un petit coup de booster pour les remonter, mais au bout d'un certain temps, c'est plus très rentable. Donc en 2001, elle a été désorbitée. Elle est venue, alors on l'a désorbitée par morceaux, hein, on l'a quand même découpée en rondelles, on n'a pas laissé rentrer le machin complet. On a commencé à la mettre hors service en faisant tomber, en quelque sorte, en faisant rentrer dans l'atmosphère un certain nombre de morceaux qu'on pouvait décrocher. Et puis en fait, le très 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 gros morceau là, la croix centrale, eh ben, elle a fini par rentrer dans l'atmosphère en 2001, où elle s'est en partie consumée, mais il y a quand même des gros morceaux qui sont tombés dans l'océan Pacifique. La Mir a été à l'origine de la création d'un consortium mondial, l'ISS. Alors dans l'ISS, il y a tout le monde. Alors là, les Américains, les Russes, alors sauf les Chinois qui ont décidé de faire la leur, mais les Européens, les Brésiliens, les Sud-Africains, etc. Il y a plein de monde. Ah oui, tiens, l'Afrique du Sud a un lanceur, mais un petit lanceur. Donc ces stations permettent de faire beaucoup de choses, faire beaucoup d'expériences, beaucoup d'études scientifiques, permettent aussi d'avoir des gens qui restent pendant des mois en orbite. Le premier à battre un record, je crois que c'est Alexis Leonov, qui est détenteur d'un record parce qu'il est resté quelque chose comme un peu plus d'1 an dans la station spatiale soviétique, record qui a été battu depuis par d'autres.
Et donc, ça a permis de faire aussi des études physiologiques sur l'absence de gravité, sur les corps, sur la circulation sanguine, sur le cœur, etc. Voilà. Et donc, toutes ces expériences ont pu être faites grâce aux stations spatiales. La station spatiale internationale actuelle, qui a été lancée en 98, elle est toujours en orbite en 2025. Pour l'instant, le problème, c'est que si on décide pas de qu'est-ce qu'on fait soit pour la maintenir en vie, la remonter, etc. en 2031, forcément, ça va s'arrêter. Il y a un type qui va éteindre la lumière et qui va fermer la porte et puis qui va rentrer à la maison et puis le machin va tomber. Voilà. Évidemment, on ne va pas le laisser tomber comme ça d'un bloc. On va certainement, comme pour Mir, désorbiter par morceaux de façon à pouvoir gérer un petit peu ce qui va se passer. Alors les sondes, il en part partout. On a envoyé des sondes vers la Lune. On a envoyé la Lune, ça a été là aussi les Russes qui ont été envoyés la première sonde lunaire. La première sonde vers Vénus a été également, alors par contre, a été lancée par des Américains. Puis des sondes qui sont allées explorer ce qu'on appelle le système solaire profond, c'est-à-dire aller observer Mars, puis Saturne, Jupiter. Voilà. Donc, puis actuellement Uranus et Pluton, qui n'est plus considéré comme une planète, mais comme faisant partie de la ceinture de Kuiper. On est allé voir donc tout ce qu'il y avait à l'extérieur du système solaire et on a Voyager 1 qu'on a envoyé vers le fin fond du système solaire et qui est sorti et qui est toujours vivante. On l'a réveillée récemment, puis on l'a même réparée à distance. Alors, il faut savoir que Voyager 1 a été conçu en 1974, lancé en 1977. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la technologie de 1977. Les ordinateurs fonctionnaient avec des disquettes à l'époque. D'accord ? Il n'y avait même pas de disque dur, ça n'existait pas encore. Je vous laisse imaginer la puissance de l'ordinateur de bord de Voyager 1, c'est même pas 1/100 de celle de votre téléphone. Il y a un ordinateur dedans, mais il est 100 fois plus lent. Il est, que dis-je, je crois qu'il tournait avec une horloge à 4 MHz. Vous, le vôtre, il tourne à 2,6 GHz. D'accord ? Voilà. Autrement dit, le processeur, l'unité centrale de l'ordinateur de Voyager 1, il est 500 fois plus lent que celui de votre téléphone. Okay ? Donc, j'aime autant vous dire qu'on discute avec un dinosaure. Eh bien, il fonctionne encore. Il fonctionne. Il envoie des informations. Il envoie des images. Voilà. On est aussi allé voir des trucs beaucoup plus difficiles à observer maintenant. Récemment, on a fait de tels progrès dans la précision de la navigation spatiale, des trajectoires, etc., qu'on a pu envoyer une sonde vers un astéroïde, déjà. Donc ça a été, ça y est, j'ai oublié le nom de la mission, mais je crois qu'il n'y a jamais eu de questions BIA là-dessus. Mais alors, il y a des questions, alors là, plein qui tombent maintenant depuis 2 ans sur Rosetta. Rosetta qui est allé rendre visite cette fois-ci à une comète. Alors, s'il y a bien un truc assez difficile à approcher, c'est une comète, parce que c'est une grosse boule de neige sale, mais qui est très, très, très active. Et non seulement Rosetta est allé se mettre en orbite autour d'un objet qui est pourtant pas très lourd, Rosetta, et en plus, elle a déposé un robot sonde qui s'appelle Philae qui s'est posé sur Rosetta. Alors, l'atterrissage a été très mouvementé et malheureusement, Rosetta n'a pas envoyé toutes les infos que l'on espérait, mais on a appris quand même beaucoup, beaucoup de choses. On a aussi envoyé dans l'espace des télescopes, le télescope Hubble, qui a fonctionné pendant presque 30 ans. Il fonctionne encore, mais bon, ce qui est utilisable est très, très, très dégradé. Depuis, on en a envoyé un autre, 1000 fois meilleur, qui s'appelle le James Webb Telescope, qui a une résolution quelques centaines de fois supérieure à celle de Hubble, qui peut voir beaucoup plus de choses, beaucoup plus loin dans l'univers, et qui ont permis de faire de grands progrès. Alors après, il y a l'espace commercial. L'espace sert pour des satellites de toute nature. Les applications, c'est les télécoms déjà. Ça a commencé par de la radio. Ça a permis ensuite de faire de la télé, avec notamment Eurovision, Mondovision. On a fait de la transmission de signaux de télé par satellite. Puis après, ça a été les données. L'Internet, une partie de l'Internet passe par les satellites. Il est possible d'avoir du réseau de données aujourd'hui. La météo.
On a très, très vite utilisé, les satellites pour permettre, de faire des prévisions météorologiques, notamment en relevant des informations à des endroits où il y a personne. Sachez quand même que la surface de la Terre est composée à 70 par de l'eau, par des mers et des océans. Donc évidemment, au milieu d'un océan, il n'y a personne pour aller regarder s'il, pleut, s'il neige, s'il fait beau, s'il fait pas beau, s'il y a des nuages, quelle température il fait. Grâce aux satellites météorologiques et à l'observation infrarouge et radar, on peut connaître la vitesse du vent, la température de l'air, la température de l'eau, etc., y compris, au milieu des océans, à des endroits où il y a personne. On fait des images, spot, ça permet d'observer le sol, ça permet d'observer également, évidemment, les installations militaires, etc., des autres, mais ça permet aussi de regarder quel est l'état du sol, des cultures, détecter les sécheresses, détecter les inondations, connaître l'épaisseur du manteau neigeux sur les massifs, etc., etc. Ça permet également de faire des cartes routières, des cartes urbaines, des cartes géodésiques, c'est-à-dire du relief. Ça permet de mesurer effectivement l'évolution de la végétation, de découvrir que par exemple, tout bêtement, la surface de la forêt amazonienne rétrécit tous les jours et que le Sahara, lui, par contre, il progresse tous les jours au niveau désertification. Enfin, la navigation, dernière application en date, c'est-à-dire d'avoir des satellites qui envoient des bips réguliers de façon à pouvoir, par rapport à la position, vous avez 3 satellites, chaque satellite vous envoie un bip, et bien grâce à une triangulation avec ces 3 satellites, vous pouvez savoir à quelques mètres près où vous vous trouvez. Ça s'appelle le GPS. Depuis, GPS américain a été copié par un autre système qui est GLONASS, le système russe, puis Galileo, et aujourd'hui, notre ami Musk veut avancer, grâce à Starlink, un système qui est non seulement un système de communication, mais également de positionnement. Ça fait partie de ses objectifs. L'espace militaire, bien entendu, dès lors qu'on envoie des satellites capables de faire de la télécom, de l'imagerie, eh bien évidemment, d'ailleurs, je rappelle, GPS au départ, c'était une application militaire. Au départ, le GPS était financé par les militaires pour pouvoir avoir un système de positionnement militaire, à usage militaire. Alors, il se trouve que tous les civils l'utilisent et maintenant, vous l'avez même dans vos téléphones et dans vos voitures. Mais les Américains restent les maîtres du système. S'ils veulent couper la fréquence, ils peuvent la couper demain matin, dans 10 secondes. Et dans 10 secondes, plus aucun système utilisant le GPS américain ne fonctionne. Plus aucune voiture ne sait où elle est, plus aucun téléphone n'est géolocalisé. Ils ont le droit de couper le signal. Ils ont la main sur le bouton. S'ils veulent, ils arrêtent le GPS. C'est pour ça d'ailleurs que les Russes se sont dotés de leur système GLONASS. Parce que si les Américains coupent le GPS, eux, ils sont dans le noir aussi. Et c'est pour ça que les Européens, pour ne pas dépendre des Américains ou des Russes, ont Galileo. Les Chinois auraient un système assez comparable, mais pas tout à fait avec la même couverture. Évidemment, les satellites espions permettent d'écouter les autres, écouter les communications radio, les communications téléphoniques. C'est pour ça d'ailleurs que les militaires utilisent de moins en moins les satellites pour communiquer et de plus en plus la fibre optique. Parce que la fibre optique, on ne peut pas l'écouter. Le câble en cuivre, ça manque comme ça respire. Le satellite, c'est très très facile à écouter. Donc, pour ne pas être entendu, il faut crypter. Par contre, la fibre de verre qui fait passer dessus les télécommunications, vous ne pouvez pas l'écouter, sauf aller chercher le fil, couper le fil et mettre un écouteur dessus. Donc, il faut physiquement accéder au fil. Évidemment, on peut faire des images aussi, on peut photographier. Il y a 50 ans, les premières images, donc au milieu des années 60, qu'envoyaient les satellites, faisaient que le plus gros détail que l'on pouvait voir, c'était un pâté de maison. Aujourd'hui, le plus petit détail, c'était à peu près un pâté de maison. Ça en est assez rapidement arrivé à un niveau de détail qui était la taille d'un camion. Voilà. Grosso modo, on voyait un espèce de gros cube, on pouvait se dire, bon, c'est peut-être un camion, ou ça peut être une maison, ou ça peut être, voilà. Aujourd'hui, même les images optiques permettent de savoir, de voir un truc à la taille d'une boîte de sucre. Okay, et on est en ce moment sur quelque chose qui permet de voir un objet, de distinguer un objet qui a la taille d'un téléphone mobile. Dire si c'est un téléphone mobile ou si c'est un pot de confiture, etc. Donc les satellites sont capables de le faire. Qui plus est, comme ils savent le faire dans l'optique et dans l'infrarouge, ils voient si c'est chaud, c'est un téléphone, si c'est froid, c'est que c'est un bocal de confiture. Et en fonction de combinaisons entre l'image visible et la température, on peut, depuis l'espace, quand on photographie un champ, on peut vous dire c'est des poireaux, c'est du tournesol, c'est du colza, c'est de la betterave, c'est du blé, etc. Ils peuvent savoir ce que c'est.
Rien qu'avec les mesures de l'image, la couleur, la densité, la température. Évidemment, très très vite, il y a des cinglés qui se sont dit, ah ben, plutôt que d'attendre qu'un missile russe nous arrive dessus et que nous on envoie un autre missile pour les détruire, eh ben si on mettait une bombe atomique au-dessus de leur tête en permanence, ça les calmerait. Alors très très vite, on s'est dit que si on mettait des bombes atomiques en orbite, ça serait un merdier pour tout le monde. Heureusement, là, tout le monde s'est dit non, ça c'est too much. Donc, des traités internationaux ont été signés qui font que l'espace est et doit et restera définitivement civil. Il n'y aura pas d'armes dans l'espace. Il n'empêche que l'on réfléchit de part et d'autre, un peu partout, à des armes dites de 6e génération, à des chasseurs de 6e génération, qui ne soient plus capables non seulement de se battre dans l'atmosphère, en volant dans l'atmosphère, en tirant des missiles qui ont parfois plusieurs centaines de kilomètres de portée, avec également des systèmes d'observation numérique qui font qu'ils voient l'adversaire avant même que celui-ci n'ait franchi l'horizon visible. Beaucoup réfléchissent à la 6e génération où là, la bagarre va se passer dans l'espace. Autrement dit, on se bat de plus en plus haut, aujourd'hui dans la stratosphère, et pourquoi pas demain dans l'espace. Mais bon, c'est des projets qui sont a priori interdits, mais pas complètement, par les traités internationaux. Les traités internationaux interdisent de mettre des armes en orbite, d'accord, mais ça interdit pas de s'y battre. Et la preuve, c'est que les Américains ont expérimenté des outils qui permettent d'aller détruire un satellite. Avec évidemment plein de conséquences très pénibles, c'est qu'en détruisant un satellite, donc ils ont mis au point un missile, alors qui essentiellement, de façon inertielle, va taper dans un satellite pour le démolir. Le problème, c'est qu'il part en petits bouts et que le Lego est resté dans l'espace. Et le problème des débris en orbite est un problème critique, c'est un problème majeur, c'est un problème international majeur. Alors aujourd'hui, bon, les derniers trucs, je vais passer vite là-dessus. Tourisme spatial, voilà, il y a plein de gens. Les Russes ont déjà ouvert ça depuis 2001. Alors, ils se sont un peu calmés depuis. Mais voilà, grosso modo, pour 20 à 30 millions de dollars, si vous avez un gros livret A, vous pouvez aller voir Roscosmos et acheter un billet pour aller faire un tour dans l'ISS. Vous y restez que les 2 ou 3 jours pendant lesquels le vaisseau va être arrimé à l'ISS et vous redescendez obligatoirement avec le retour du vaisseau en question, donc avec la rotation du prochain équipage. Dans un Spoutnik, il n'y a que 3 personnes et c'est grand comme une 2 chevaux. Donc, inutile de vous dire que c'est pas très confortable. Alors après, il y a des gens qui veulent lancer du tourisme spatial. Alors Virgin Galactic, c'est du vol suborbital, c'est-à-dire que c'est à peu près le vol de Yuri Gagarin. Autrement dit, on décolle. Alors, on part pas avec une fusée, on part accroché sous un gros avion de ligne qui vous largue déjà à la limite de la stratosphère à environ 11 000, 12 000 mètres. Et là, il allume son moteur fusée pour partir environ à 60-65 degrés vers l'espace. Et il fait une grosse parabole. Il reste moins de 20 minutes, une demi-heure dans l'espace avant de redescendre, de re-rentrer dans l'atmosphère. Donc il ne sort pas complètement dans l'espace, il fait ce qu'on appelle un suborbital. Donc il ne reste pas en orbite et il fait comme Gagarine. Il ne fait pas tout à fait un tour et il revient dans l'atmosphère. Et leur ambition, c'est de proposer ça pour 250 000 $. Alors, ils ont juste un petit problème, c'est que Virgin Galactic, là, vous voyez l'engin, dont j'ai oublié le nom, le problème, c'est qu'ils ont fabriqué 2 prototypes. Le premier a explosé. Voilà. Donc, ils ont fait un certain nombre. Alors, il a explosé pour des raisons bien connues. Voilà, donc il n'y a pas de mystère, hein. C'est pas un défaut de conception, etc. Il y a eu un phénomène ondulatoire qui s'est produit, voilà, et qui n'a pas été récupéré. Donc ils ont modifié très sérieusement le deuxième proto, qui vient de réavoir des autorisations de vol et qui vient de faire un premier vol suborbital. Mais pour l'instant, avant de pouvoir prendre son billet, c'est pas fait. Voilà. Alors il y en a d'autres qui travaillent sur ça. Il y a du côté du propriétaire d'Amazon, Jeff Bezos aussi. Il s'est lancé dans la construction de fusées et envisage d'envoyer des gens dans l'espace, mais pas pour les envoyer vers l'ISS. Lui, il n'a pas de contrat avec la NASA. Il veut aussi faire du tourisme spatial. Voilà. Donc là, vous avez la fin. Voilà. C'est aujourd'hui l'état des lieux.
Alors, j'ai pas de slide sur Crew Dragon mince, je cherche le nom de son super Heavy Launcher. On va arrêter le partage là. J'ai un petit truc intéressant que je vais vous montrer. Je vais le partager avec vous. C'est quelque chose que je vais mettre sur le Drive. C'est un PowerPoint assez rigolo que je vais vous montrer. On va aller hop au tout début. Voilà, vous le voyez. Si je le mets en mode présentation, il y a même un mode d'emploi. Ok. Voilà. Donc si on le fait comme ça, bon, c'est un outil de préparation et de révision pour la partie. Voilà. On va directement alors ça c'est le mode d'emploi. Le principe c'est c'est un PowerPoint avec des animations dedans. Vous avez la question apparaît. Alors ils ont compilé les 10 dernières années du BIA. Et donc vous avez une question, vous avez des réponses au choix. Et quand vous cliquez, voilà, eh bien, si vous cliquez sur une réponse, il y a une flèche qui apparaîtra pour désigner la bonne avec éventuellement des illustrations. Je vais vous faire un exemple. Voilà. Prenons la première. Alors, vous pouvez aller directement à plein de parties. Ok, voilà. Bien, si je prends par exemple, ben là, la conquête de l'espace, voilà. Ben, Spoutnik, voilà. Le truc apparaît. Voilà la capsule. Voilà la question. Spoutnik 1 a été le premier satellite artificiel lancé par les soviétiques. Quelle année? On vous propose 4 réponses, 55, 57, 58, 60. Je vais faire l'andouille, je vais cliquer sur 1960. Voilà, il me dit, ben non, c'est pas bon, c'était 57. Voilà. Et il vous donne la réponse. Le 4 octobre 57, l'URSS met en orbite le premier satellite artificiel, etc. Voilà. Il fait 83 kg. Bah, tiens, il y a plein d'informations là-dedans que je ne vous ai pas donné. Il est mis en orbite à 900 km. Voilà. Et il va rester en orbite pas mal de temps avant de retomber. Parce que 900 km, ça met un certain temps avant de redescendre. Voilà. Si je prends la question suivante, voilà, je fais suivant. Voilà, la question suivante, patrouille de France. Alors c'est très mélangé. Hein. Tiens, pourquoi? La patrouille de France, ça a fêté son 50e anniversaire en 2003. Voilà. Tiens, voilà. Et les premiers avions, c'était le F-84G. Ah, ça s'appelait la patrouille des tempes. 31. Oh, il y a des trucs marrants. Tiens. Ok. Voilà. Patrouille de France. Pourquoi est-ce que je passe à la patrouille de France? Ouais, bon. Explorer 1. Premier satellite artificiel américain Explorer 1 a été lancé en quelle année? 57, 58, 59, 60. Bah là, en l'occurrence, 58. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un truc de révision vachement intéressant. Je vais le mettre en ligne. Donc, vous pourrez l'utiliser, vous le téléchargez et vous pouvez l'utiliser. Et voilà, il vous donne des explications et des illustrations. Voilà. Explorer 1 était parti. Alors, lui, il pesait que 14 kg. Voilà. Ils avaient tout justement miniaturisé. Spoutnik faisait 83 kg, ça faisait juste bip bip. Par contre, Explorer 1, ben, quelques mois plus tard, lui, par contre, il avait un système de télémétrie extrêmement performant. Voilà. Et tout ça était destiné à la recherche géodésique, géophysique, astronomique, voilà. Tout ce qui était positionnement, mesure des rayonnements, et ainsi de suite. Voilà. Voilà. Donc, le premier vol orbital, premier homme à aller dans l'espace a été Yuri Gagarin. Yuri Gagarin est le premier homme à aller dans l'espace en 61. Premier vol orbital a été effectué par qui fait le premier vol orbital? C'était aussi Yuri Gagarin. Donc, vous avez donc voilà cet outil de révision. Je vous le mets en ligne et il vous servira pour pouvoir continuer à travailler sur cet aspect-là, sur l'aspect conquête spatiale. La conquête spatiale, c'est quand même un truc que les créateurs du BIA, les examinateurs, moi je sais pas, les mecs qui créent le sujet du BIA adorent. Hein. Il y a toujours pas mal de questions au BIA sur la conquête spatiale. Sur les 20 questions de l'histoire, il y en a un minimum 2, 3, parfois 4 questions sur la conquête spatiale. C'est ça aussi entre 2 et 4 selon les années. Voilà. Sur le reste, c'est beaucoup plus mélangé. Alors j'avais décidé d'utiliser le reste du temps qui nous vient
pour vous parler d'anglais aéronautique. Cette fois-ci, on va passer sur la matière optionnelle, donc celle qui permet de gratter des points supplémentaires, c'est l'anglais. Alors l'anglais, je vais vous montrer quelque chose qui va vous planter un peu le décor et qui va vous permettre de comprendre ce que l'on attend dans cette épreuve d'anglais. Pour cela, je vais tout bêtement prendre les annales d'une année sur l'anglais. En l'occurrence, je vais prendre les annales de... je vais même prendre celui de l'année dernière. Tiens, c'est très bien, celui-là. Il est parfait. Si on regarde ne serait-ce que celui de l'année dernière, 2024, voilà. On va tout bêtement prendre 2024, l'anglais de 2024. Je vais le partager tout de suite. Voilà. Voilà, passons sur l'onglet, partage. OK. Et voilà ma session d'anglais. Partager. Ouais. Bien. Voilà le sujet d'anglais de l'année dernière. Alors justement, l'objectif du fait que je vous montre ça, c'est que vous ne paniquiez pas. C'est vraiment pas difficile. C'est vraiment pas difficile. Voilà, bon ça c'est le mode d'emploi qui débute. Voilà les questions qui sont posées. Alors, grosso modo, entre 50 et 60% des questions, et je dirais plutôt 60 que 50%, c'est-à-dire grosso modo 12 questions sur 20, il y a 20 questions au total, 12 questions sur les 20 sont des questions de vocabulaire. Vraiment que des questions de vocabulaire. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que ce soit, on vous propose un mot anglais, il faut choisir le terme français, ou on vous donne un mot français et il faut choisir sa traduction anglaise. Voilà. Donc, vous voyez qu'on ne vous demande pas de savoir parler l'anglais, parce que d'abord, ce n'est pas une épreuve orale, c'est qu'une épreuve écrite. On ne vous demande même pas de construire des phrases ou des réponses. On vous demande de choisir des significations appropriées. Et 60% des questions, je vous dis, facile, hein, les 60, les 2/3, des questions, c'est du vocabulaire de base. Après, le tiers restant, les 30-35% restants, 40% restants, c'est de la phraséologie. C'est-à-dire, on vous donne une situation dans une langue et on vous demande de l'exprimer dans l'autre langue. À quoi elle correspond du point de vue signification. Et je vais vous prouver que c'est vraiment que du vocabulaire. Regardez, question 1, on va de l'anglais vers le français. Le terme airship désigne tout type d'aéronef, des planeurs, des ballons dirigeables ou des avions gros porteurs. Votre réponse dans ce cas-là, c'est un ballon dirigeable. Airship, c'est un ballon dirigeable. Voilà. Okay. Deuxièmement, deuxième question. Là, cette fois-ci, on ne va plus de l'anglais vers le français. Vous voyez, on vous donne un mot anglais, on vous demande sa traduction française. Là, on vous donne un mot français, hydravion, et on vous demande la traduction anglaise. Un hydravion se nomme seaplane, hydroplane, floating craft, seacraft. C'est seaplane. Voilà, c'est ça. Voilà, la bonne réponse, c'est A. Là, dans le cas précédent, la bonne réponse est D. Vous voyez déjà, les deux premières questions, c'est que du vocabulaire. La troisième, ok, on est sur de la phraséologie. À la radio, l'indication number 2, clear to land, runway 22, voilà, on vous demande une signification phraséo. On verra après, ça la phraséo, on la fera après les vacances. Question numéro 4. La question numéro 4, on est à nouveau sur quoi? Du vocabulaire. Regardez, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on vous demande comme vocabulaire? On vous dit le variomètre. À nouveau, on va du français vers l'anglais. Le variomètre est appelé comment en anglais? On l'a vu ensemble dans la partie instruments du chapitre. Alors, tous les mots qu'on a vus là, on les a déjà vus.
Okay, on les a vus dans les parties, dans les supports que j'ai de présentation. Airship, c'était la deuxième diapo du chapitre cellules, études des aéronefs. C'était les ballons dirigeables. Hydravion, c'est également la deuxième diapo de aéronefs, seaplane. Le variomètre, ça c'est dans la partie instrument de études des aéronefs. Comment s'appelle le variomètre? Airspeed indicator, turn and bank, vertical speed indicator, attitude indicator. Je vais vous dire franchement, même sans y connaître grand-chose en anglais, qu'est-ce que montre le variomètre? Si vous savez à quoi correspond le variomètre, il vous indique si vous êtes en train de monter ou de descendre. Okay, il vous montre donc votre vitesse verticale. Voilà, vertical speed indicator. Voilà, troisième question de vocabulaire. En anglais, le terme runway, question numéro 5, désigne quoi? Un anneau de vitesse, un passage rapide, une piste, un taxiway. Bah non, le taxiway, c'est taxiway hein, en anglais. Voilà. C'est quoi le runway? Bah, c'est la piste. Voilà. C'est la quatrième question de vocabulaire. Vous voyez, sur 5 questions, les 5 premières questions, j'ai déjà 4 questions de vocabulaire. Le terme anglais pitch, concernant une hélice, fait référence à quoi? Alors, on a vu ensemble qu'il existe des hélices à pas fixes et des hélices à pas variables. Voilà. Et bien évidemment, une hélice à pas variable s'appelle variable pitch propeller. Donc ça fait référence au pas. Encore une question de vocabulaire. Vous voyez que sur 6 questions, les 6 premières questions, il y en a 5, c'est du vocabulaire. Alors là, celle-là, je l'adore. Dans un message météo, que signifie le terme CAVOC? Alors ça, déjà, c'est même pas de l'anglais. Il se trouve que dans le message météo, il y a le terme CAVOC, que le CAVOC est la contraction d'une expression anglaise, mais ça, c'est dans le chapitre météo. Et dans le chapitre météo, je vous ai dit à quoi correspond CAVOC. Je vais dire ça, c'est même pas vraiment de l'anglais. Ben, il se trouve que ça veut dire ceiling, plafond, and visibility, et visibility, ok. Enfin, ceiling and visibility, ok. Donc là, je vais pas dire que c'est du vocabulaire. En entendant à la radio Fox, bravo Mike, please maintain holding point, machin, c'est de la phraséologie. On y reviendra plus tard. Sur quel axe la gouverne de profondeur fait-elle bouger l'avion? Alors à nouveau, évidemment, si vous savez comment on dit chacun des 3 axes en anglais, vous avez la réponse. À savoir, pitching, rolling, ruding, yawing. La gouverne de profondeur. La gouverne de profondeur fait bouger l'avion sur l'axe de tangage. L'axe de tangage, c'est pitch. L'axe de roulis, roll. L'axe de lacet, yaw. Yaw axis, roll axis, pitch axis. Donc, vous répondez, la gouverne de profondeur fait bouger l'avion sur l'axe de tangage. L'axe de tangage, c'est pitch axis. Ça, c'est encore du vocabulaire. Si vous n'avez pas compris le message d'un contrôleur aérien, ça, c'est de la phraseo. Il faut répondre, say again. Sur quel instrument de bord vous pouvez lire You can read 2000 feet? Alors, à votre avis, sur quel instrument de bord vous pouvez lire 2000 feet, à savoir 2000 pieds. 2000 pieds, c'est une altitude. Donc, vous voyez ça sur altimeter. C'est du vocabulaire. Comment s'appelle l'altimètre? Vent de face en anglais se dit comment? Headwind. C'est du vent arrière, c'est tailwind. Vent de face, headwind. Vent traversier, crosswind. Le reste n'a rien à voir. Gust wind, ça n'existe pas. Gust, c'est une rafale. Et windshield, c'est le pare-brise. Donc, si vous connaissez votre vocabulaire, vous éliminez rapidement les faux amis. Voilà, on est déjà sur 12 questions. Voilà, vent de face, je viens de dire. Voilà, pouf. Bon, sur 12 questions, il y en a 9, c'est du vocabulaire. On est à 75%. Le terme anglais ramp désigne quoi? La piste de décollage, les cales, la piste d'atterrissage, l'aire de trafic. Eh ben, c'est l'aire de trafic. 13, c'est encore du vocabulaire. À quoi sert le trim tab? Là, par contre, c'est un peu du vocabulaire, un peu de la structure des aéronefs. Trim tab, what is a tab? C'est un compensateur. Un trim, c'est un compensateur. Le tab, c'est la gouverne qui est commandée par le compensateur. À quoi il sert?
roll the aircraft, set the landing gear down, reduce the force needed to move a control surface. Ben, c'est ça la bonne réponse. C. Bon, là, on est un peu à côté. Après, à nouveau, troisième question de phraséo. Vous voyez, il n'y a que 3 questions de phraséologie. Fox, Victor, Bravo, line up, clear for takeoff, runway 31 left. Bon, ok. En anglais, l'expression prêt au décollage, piste 12, se dit stand by, take off runway, non. Holding short, take off runway 12, non. Prêt, ben voilà. Ready for take off, runway 12. C'est tout con, hein. Prêt au décollage, ready for take off. Voilà. On est sur du vocabulaire, même si c'est à mi-chemin entre vocabulaire et phraséo. Les 3 axes autour desquels un avion peut se mouvoir sont les axes de roulis, tangage et lacet. Et ça se dit comment? Roulis. Le roulis, c'est roll, donc vous pouvez déjà supprimer le premier. Tangage, c'est pitch. Voilà. Et le lacet, c'est yo. La réponse, c'est roll, pitch et yo. Si vous connaissez les 3 axes, roulis, tangage, lacet, vous connaissez les 3 axes en anglais, roll axis, pitch axis, yo axis. Vocabulaire. On est à 12 sur 17. Le terme anglais qui désigne la manche à air, c'est windsock. Voilà. 18. Encore une commande de vocabulaire. L'expression prendre un cap se dit, ok, c'est pas to take a cap, c'est encore moins to take a road, parce que via un magnétique heading, un cap se dit heading. Prendre un cap, set a heading, c'est du vocabulaire. Et enfin, l'expression hold short runway 27, c'est de la phraséo. Donc, je viens de vous démontrer par l'exemple que nous avons ici sur ces annales, sur les 20 questions de 2024, vous avez 13 questions, c'est du vocabulaire. Autrement dit, si vous connaissez le vocabulaire, vous avez 13 sur 20. Et il y a 4 questions sur la phraséo. Après, j'en ai laissé 3 de côté parce que c'est à mi-chemin entre voilà ici ou peut-être que j'ai oublié de cocher d'ailleurs. Voilà. Oui, le trim tab c'est plutôt de la structure. Réponse à un message d'un contrôleur aérien, c'est de la phraséo. Ça, pardon, j'ai oublié de le noter. Donc voilà, j'ai 13 questions de vocabulaire, 5 de phraséologie, et il y en a 2, c'est des questions sur la structure des aéronefs en anglais ou des conneries comme ça. Autrement dit, 13 sur 20, c'est simple, ça fait 65% de vocabulaire. Les 2 tiers des questions, c'est du vocabulaire. Alors, comment allons-nous travailler le vocabulaire? Ça va être très simple. Très, très simple. Je vais vous proposer quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Voilà. J'ai arrêté le partage. Boum, voilà. Je vais vous proposer quelque chose qui fonctionne très très bien et que j'ai déjà mis sur le drive. C'est ça. Voilà le vocabulaire standard qu'il faut utiliser. Non, ça c'est le 2021, pardon. Voilà, entraînement. Boum. C'est pas dans Annales, c'est dans mon cours. Voilà. J'ai ici Aeronautical English. Voilà. Alors, je l'ai ensemble. Voilà. Voilà ce que je vous ai mis sur le drive. Je partage. Et je vais vous l'envoyer même à tous par le dialogue de cette boîte, si vous le souhaitez, que voici. J'ai donc fait une chose absolument simplissime, qui est de regrouper dans ce support la totalité des mots qu'il faut connaître, avec leur traduction. Vous avez dans la colonne de gauche, le mot anglais. Dans la colonne de droite, la traduction française. Voilà. Donc, vous avez par exemple, un certain nombre de choses, c'est super simple. Hein. Quand vous prenez l'altimètre, ça s'appelle altimètre, hein, altimeter. Altitude, c'est altitude. Il y a des choses moins drôles. Par exemple, aileron, c'est aileron. Mais si vous recherchez la profondeur, alors là, je l'ai mis anglais vers français.
ok, ou par exemple la dérive s'appelle rudder, ok, rudder, tiens, gouverne de direction. Par contre, les rudder pedals sont les palonniers. Runway, on l'a vu à l'instant, c'est la piste. Vous avez un certain nombre de choses. On vient de voir la question 1, la question 2, pardon, c'était hydravion, seaplane. Okay, voilà. Tout ce qui est hydravion, c'est un seaplane. Sur un hélicoptère. Voilà. Vous avez ici, alors c'est simple, hein, il n'y en a pas des tonnes, il y en a 147. Il y a exactement 3 pages, 4 pages, 3 et demi. Voilà. Il y a très exactement 147 mots à connaître. C'est les 147 mots qui sont plus ou moins au niveau du programme. En fait, c'est un programme correspondant au vocabulaire à connaître en BTS aéronautique. Et au BIA, on retombe à peu près sur la même chose. À mon avis, ils se sont servis du même référentiel. Voilà. Donc les gens qui font un BTS, une formation en maintenance aéronautique, conception, etc., ils sont censés avoir de l'anglais, ils sont censés terminer leurs 2 années de BTS avec un niveau B2 en anglais, et le vocabulaire professionnel qu'ils sont censés maîtriser, c'est tout ça. Voilà. Il y a exactement 147 mots, il n'y en a pas un de plus. Donc ce document, vous l'avez sur le Drive. Alors par contre, je ne peux pas vous montrer là, de façon simple, mais je vais le faire grâce à la caméra, comment on utilise ce document. Et pour ça, il faudrait d'ailleurs que j'en ai un exemplaire avec moi. Je vais vous montrer comment on s'en sert et pourquoi il y a ici une magnifique colonne vierge au milieu. Alors, vous allez prendre ce machin qui ne fait que 4 pages en papier. Alors, j'en ai des exemplaires papier que je vais laisser demain à Coulommiers, parce que je suis demain après-midi à Coulommiers. J'en laisserai également un paquet samedi matin à Épizy, donc à Moret-sur-Loing. J'en ai plein, hein, j'en ai un stock déjà imprimé. Donc, si vous voulez les imprimer, vous, de votre côté, vous pouvez. Si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas d'imprimante pour les imprimer, c'est pas grave. Je vais vous montrer maintenant, à l'aide de ma caméra, comment on utilise cet outil. Alors, il me faudrait une feuille blanche pour ça. C'est ce que je suis en train d'essayer de récupérer. Voilà, ben, j'en ai pas, mais c'est pas grave. On va finir par trouver. Bon, c'est pas grave, je vais prendre une feuille de brouillon. Voilà. Non, on va plutôt utiliser quand même une feuille blanche, ça sera quand même mieux. Voilà, je vais en prendre une. J'en ai une ici, ça tombe bien. Parce que je n'ai pas. Ah, peut-être que j'ai un exemplaire quelque part. Bon. Donc vous voyez à quoi ressemble cette liste. Cette liste d'ailleurs, je vais arrêter le partage. Je vais donc la mettre sur la conversation de la session du jour. Comme ça, vous pouvez la télécharger. Elle est... vous avez eu un souci avec le PowerPoint? Ah ouais, d'accord. Ouais, le PowerPoint, quand on est en partage, ça fonctionne pas toujours quand il y a des animations. Je suis désolé. Vous n'avez pas vu les animations. Mais en tout cas, je vous mettrai le PowerPoint sur le Drive dans le chapitre Histoire et vous pourrez vous amuser avec. Vous verrez, il est vraiment très bien fait. Il est bien foutu comme outil de révision sur l'histoire, c'est bien. Parce que l'histoire, c'est pénible. Hein. C'est que de la mémoire, il faut tout retenir. Donc voilà, plus vous faites mumuse avec les diapos du PowerPoint, ben mieux ça ira. Là, je vais donc vous envoyer du vocabulaire. Je vais vous le mettre sur la conversation, là, voilà. Ah, il n'en veut pas. Tac. Pourquoi il veut pas? Ah oui, si. Non. Ah, il veut pas me le mettre là? Ah bah ça veut dire qu'il faut que je le charge autrement. Planifier un message. Non, c'est pas ça. Touk. Ici. Mince, pourquoi on peut pas mettre un document? Excusez-moi. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Actions et applications. Oui. 6 juin. La liste. Bon, de toute façon, ici. Toc, 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 toc. Pourquoi est-ce que je ne peux pas mettre
Pourquoi est-ce que je ne peux pas mettre un document? Bah, pourtant, jusqu'à présent, je le faisais souvent, ça. Rajouter des documents, composer en loop, actions et applications, toc, envoyer. Ouais, d'accord. Toc, oui, ouais. C'est quoi cette histoire-là? Eh ben, c'est bizarre que je puisse pas envoyer une. Ouais. Je cherche à vous envoyer le fichier, mais je n'y arrive pas. C'est quoi ce cirque? Pourquoi j'ai plus l'option envoyer là? Pourquoi j'ai pas l'option pourquoi j'ai pas l'option envoyer un truc? Bon, ici. Ah, peut-être que maintenant je peux faire un glisser, déplacer. English vocabulary. Et on se là. Ah ouais, mais je peux pas le faire je peux pas le faire avec le machin sous. Ah oui, c'est ça. C'est parce que je suis sur le navigateur web. C'est parce que je suis sous le navigateur web. Non, c'est ça que je veux. Toc, lui. C'est parce que je suis sous le navigateur web que je ne peux pas l'envoyer. Ok, ben c'est pas grave. Terminé. Tant pis. Je ne peux l'envoyer que quand j'utilise Teams comme application. Voilà, je vais peut-être essayer de me connecter avec Teams, avec l'appli. Si j'arrive à me, avec l'application, par contre, je peux envoyer des messages. Et là, on va voir si j'arrive à me connecter avec la deuxième application, ça le fera peut-être. Bon, en tout cas, je vais pouvoir vous montrer comment on utilise cette liste en le faisant de façon très simple. Voilà, ici, Plane, avion, voilà. Ouais, autorisé, ok. Par contre, je ne vois pas dans mon machin ici. Non, c'est pas ISRP. D'accord, d'accord, ajouter un autre compte. Voilà, ok. Ouais. Je vais essayer de me connecter avec un deuxième compte. Toc, yes. Voilà. Est-ce qu'il arrive à le faire? Celui-là, toc, fermé. Celui-là, il est rouvert. Voilà. Ah bah voilà. Je vais essayer de me connecter avec une autre application. Voilà. Je vais être connecté 2 fois. Ouais. Voilà. Ajouter cet appareil. Voilà. Boum. Voilà. Ça y est, je suis connecté cette fois-ci avec un deuxième. Voilà. Ouf. J'ai compris. Est-ce que cette fois-ci, ici, je peux mettre une pièce jointe? Ah bah voilà, coller. Non. Toc. Deuxième tentative. On va voir si ça marche. Mais bon, pas sûr. Voilà. Calendrier. Voilà. OK. Et je peux toujours pas. Bon bah, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, c'est pas grave. Ça doit être dans les paramètres de la réunion. OK, tant pis. Bien, je reviens ici à ma connexion. Vous me voyez toujours, il n'y a pas de souci. Bon, donc je vais vous mettre ça sur le drive. Alors, je vous montre, voilà, vous allez avoir, imaginez que là, vous avez la liste que je viens de vous montrer tout à l'heure. Vous voyez, à gauche, le terme en anglais, seaplane, à droite, le terme en français, la traduction. Voilà comment on utilise cet outil-là. Pourquoi est-ce qu'il y a une colonne blanche au milieu? Parce que ça va vous servir à faire des révisions. Vous prenez cette feuille,
la feuille que vous allez imprimer, la liste du vocabulaire, et vous la pliez en 3 ici, d'accord? Vous allez commencer par plier le côté droit de la feuille, qui est le côté de la traduction française, voilà, et vous obtenez ça. Vous obtenez donc un outil dans lequel vous voyez les termes en anglais et les traductions françaises sont cachées. Et c'est pour ça qu'il y a une colonne blanche au milieu. Et donc, vous allez travailler avec un crayon à papier et chaque fois que vous voyez un mot en anglais, vous notez à côté la traduction française. Bien entendu, ceux dont vous vous rappelez. Alors la première fois, ben, vous en aurez peut-être que 1 sur 3. OK? C'est pas grave. Donc là, ici, je vois seaplane, je vais mettre à côté hydravion. Voilà. Je travaille, je vois seaplane, il me semble que ça veut dire hydravion. Je vais comme ça remplir, balayer toute la feuille et remplir le dos de la feuille avec les traductions dont je me rappelle. Et ensuite, je fais la correction. Et seulement après, une fois que j'ai fait toute la feuille, je vérifie que ce que je vois, eh oui, c'était bon. Et par exemple, après, ben, il y aura ramp. OK. Voilà. Là, j'ai vu ramp. OK. Ah merde, je me rappelle plus ce que ça veut dire. Eh bien, seaplane, ça y est, je m'en rappelle, c'est hydravion. Ramp, ah merde, ramp, je me rappelle plus ce que ça veut dire. Je vérifie et je trouve que, ah ouais, merde, ça veut dire aire de trafic. Et comme ça rentre. Je vous garantis que cet outil que j'ai inventé, invention maison, je suis content. En fait, je ne l'ai que à moitié inventé. En fait, j'ai piqué cette idée à des Canadiens. Parce que les Canadiens, et en particulier nos amis québécois, vous pensez qu'ils parlent français, sauf que dans le boulot, ils sont obligés de parler anglais. Donc il y a un problème de bilinguisme permanent au Québec. Il faut que les Québécois francophones apprennent l'anglais, sinon ils n'ont aucun avenir professionnel. Et il faut que les Québécois anglophones apprennent le français, sinon ils sont paumés dans la vie courante et surtout ils pourront difficilement avoir des relations sociales. Donc le problème du bilinguisme démarre dès l'école maternelle. Et donc ils ont développé des outils assez intéressants justement pour la mémorisation. Cet outil-là, c'est sous une forme un peu différente qu'un éditeur canadien avec qui j'ai travaillé dans les années 90. Il avait développé des documentations techniques, justement, pour permettre à des techniciens d'avoir des outils faciles d'accès au vocabulaire. Parce qu'un dictionnaire, c'est vachement pratique dans un atelier. Essayez donc de mettre un dictionnaire au milieu d'une caisse à outils. Les dictionnaires, c'est pas pratique du tout. Donc, ils avaient des systèmes de petits calepins avec des fiches comme ça, thématiques, des fiches thématiques, selon qui travaillent sur un moteur, qui travaillait sur une cellule, qui travaillait sur des instruments, etc. Et donc, moi, j'ai transformé le calepin qu'ils avaient, je l'ai transformé en fiche comme ça. J'ai un peu mis ça au point à partir de là. Voilà. Je me suis inspiré de leur idée pour mettre ça au point. Voilà. Avec les listes de vocabulaire, vous prenez vos listes de vocabulaire et vous travaillez dessus. Alors déjà, vous commencez par les apprendre des listes, ça sert à rien. OK? Vous allez regarder les diapos, les diaporamas. Dedans, tout ce vocabulaire est déjà dans les diaporamas. Et vous vous servirez du document que je vous ai donné comme outil de révision. D'accord? Et donc, vous prenez les listes de vocabulaire, en l'occurrence celle que je viens de vous montrer, là, voilà. Vous allez prendre cette liste de vocabulaire, la plier en 3 et l'utiliser comme ça pour réviser et vérifier. Ah, celui-là, je m'en rappelle. Et après, vous laissez ça tranquille. Et la semaine d'après, vous reprenez votre liste, dont vous aurez bien entendu effacé les premières réponses. Vous reprenez la liste et cette fois-ci, peut-être que vous en aurez 60% ou 70% ou 80%. Et au troisième ou quatrième passage, je peux vous garantir que vous vous rappellerez de 90% des mots. Et on va toujours de la langue étrangère vers la langue maternelle, pas l'inverse. Surtout pas l'inverse. Pourquoi? Parce que si vous commencez, alors ensuite vous pouvez faire l'autre tiers, vous pouvez également travailler dans l'autre sens.
Vous dites, alors, hydravion, comment ça se dit? Ah ouais, ça y est, je me rappelle, c'est seaplane. Donc vous écrivez seaplane et vous vérifiez que c'est bien ça. OK? Voilà. Vous écrivez au dos votre réponse et vous vérifiez qu'elle correspond bien à ce qui est attendu. Alors, dans un deuxième temps, une fois que vous avez des bons scores en langue étrangère, vous pouvez regarder si vous vous souvenez du mot étranger correspondant à un mot français, mais seulement dans un deuxième temps. Il faut toujours travailler dans ce sens d'abord, c'est-à-dire de l'anglais vers le français, c'est-à-dire de la langue étrangère vers la langue maternelle. Pourquoi? Parce que quand vous rencontrerez la question, ou si demain vous avez quelqu'un avec qui vous discutez, il ne va pas vous parler français en vous demandant de répondre dans sa langue. C'est l'inverse qui va se passer. Il va vous parler dans sa langue et vous devrez comprendre le sens. D'accord? Et c'est le meilleur moyen pour mobiliser la mémoire. Parce qu'en fait, si vous travaillez dans ce sens-là, vous raisonnerez en langue étrangère tout en connaissant le sens des mots. Alors que si vous travaillez dans l'autre sens, vous allez continuer à raisonner en français et chercher désespérément dans votre mémoire, putain, c'est quoi déjà le mot anglais pour dire hydravion? Ouais. Or, là, vous avez remarqué que dans les QCM, on vous donne le mot anglais. Okay, on vous dit comment dit-on un hydravion et on vous donne une liste de mots. Donc, si vous avez l'habitude d'aller de l'anglais vers le français, vous verrez très rapidement qu'il y a un mot anglais qui réveille votre mémoire. Vous allez arriver sur A, non, c'est pas ça, B, non, c'est pas ça. C'est seaplane. Ah oui, c'est ça, seaplane, hydravion. Parce que vous aurez mémorisé dans ce sens-là. Parce que vous serez allé de seaplane à hydravion. Alors que si vous avez travaillé dans l'autre sens, hydravion, 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 punaise, comment ça se dit déjà hydravion, je ne sais plus. Voilà. D'accord? Vous allez continuer à raisonner en français, mémoriser du français et avoir un mal de chien à retrouver le mot anglais. Alors que si vous travaillez dans ce sens, vous aurez mémorisé les mots anglais et vous retrouverez facilement leur signification française qui, elle, est déjà présente dans votre mémoire. Voilà. Donc, voilà l'outil que je vous propose d'utiliser. Donc, d'ici la semaine prochaine, ah non, la semaine prochaine, il n'y a pas de cours, pardon. Ah oui, donc là, c'est truc important. Voilà, donc voilà l'outil que je vous propose d'utiliser. Cet outil qui s'appelle English Vocabulary. English Vocabulary. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, d'accord, je vais fermer. English Vocabulary. Voilà, je vous le remets en ligne. Donc, vous voyez là, ici, ce document PDF qui se trouve dans le classeur anglais du Drive. Vous avez donc ce magnifique document. Quand vous le réduisez à une page A4, comme ça, eh bien, il suffit de le plier. Vous voyez que le premier trait, là, il fait 1/3, le deuxième fait 2/3. Vous pouvez donc replier la partie de droite et commencer à rechercher quelques mots que vous connaissez. Tous ces mots-là sont à un moment ou un autre dans l'une des présentations, dans les 4 présentations des 4 chapitres techniques. Donc pas dans le chapitre histoire, parce qu'il n'y a pas de mots d'histoire que l'on vous demande de connaître en anglais, mais dans tous les chapitres, que ce soit études des aéronefs, aérodynamique et mécanique du vol, météorologie et navigation, réglementation, sécurité, tous les termes anglais à connaître sont dans les présentations et vous les retrouverez ici. Voilà. OK ? Voilà. Donc repassez-vous les présentations et grâce à ce petit outil de 3 pages et demie, vous avez les 147 mots obligatoires pour valider votre épreuve d'anglais aéronautique. Voilà. Je profite des 2 dernières minutes qui me restent. Voilà, j'arrête le partage et vous avez vu comment on utilise ce support, soit de l'anglais vers le français, prioritairement, du français vers l'anglais secondairement. Voilà. Il n'y a pas de cours la semaine prochaine parce que c'est les vacances scolaires, donc il n'y aura pas de cours le 16 avril.
Il n'y aura pas de cours le 23 avril et la semaine du 21 au 25 avril devait être utilisée pour des baptêmes, pour les stages planeurs à Moret. C'est compliqué, mais normalement, d'ici demain matin, j'ai la réponse définitive pour pouvoir vous envoyer les informations sur les stages. En tout cas, ce qui est clair, c'est que malheureusement, ça ne se passera pas à Coulommiers parce que pour l'instant, la piste n'est toujours pas réouverte. La piste n'est toujours pas utilisable et qui plus est, nos amis du club de Coulommiers ont eu, il y a un peu plus de 15 jours, un gros incendie. La foudre est tombée sur le hangar, il y a eu un incendie énorme. Heureusement, aucun planeur n'a été touché. Mais par contre, le hangar est inutilisable, donc ils ont dû déménager toutes leurs affaires. C'est un peu compliqué pour eux. Donc, il est hors de question de pouvoir organiser quoi que ce soit en planeur à Coulommiers avant, au mieux, le courant du mois de mai. Donc, on va essayer d'organiser un stage de 5 jours à Moret, mais une fois de plus, on a des soucis sur la disponibilité des 2 pilotes. Ça tombe certes sur les vacances scolaires, c'était programmé, mais à nouveau, il faut s'assurer qu'il y ait du monde pour pouvoir vous encadrer. Par contre, ce qui est sûr, et ça, vous pouvez le noter sur vos tablettes, BIA blanc le samedi 26 après-midi. Et il a lieu à au moins 2 endroits, peut-être même 3 endroits différents. En tout cas, il sera sur table, questionnaire papier, avec des grilles papier, et il sera corrigé dès le mercredi d'après. C'est-à-dire, vous aurez les résultats avant la fin du week-end et on fera le corrigé ensemble. 26, donc ça fait 27, 28, 29, 30. Ah oui, le mercredi 30. Voilà, le mercredi 30 avril, correction du BIA, retour des copies, retour des notes, correction du BIA blanc qui se fera le samedi 26 après-midi. Voilà. Voilà. Et donc, samedi 26 après-midi, 14h30, il se fera aussi bien à Coulommiers au Clubhouse, où il y aura Nolan qui assurera la distribution des sujets et le ramassage, qu'à Épisy, où là, c'est moi qui serai à Épisy le samedi 26 dans l'après-midi pour assurer la surveillance, la distribution des sujets, le ramassage des copies. Voilà. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes vacances pendant les 15 prochains jours. Révisez bien, profitez-en pour réviser. Si vous avez des soucis, des questions, etc., vous avez mon email. Évitez de poser des... Alors, remarquez, si WhatsApp, ça peut servir à ça aussi. Vous pouvez aussi poser des questions sur le fil WhatsApp. Si pendant vos révisions, vous avez des questions compliquées ou des machins où vous ne comprenez pas ou un point précis, vous n'hésitez pas à poser la question sur WhatsApp. C'est pas plus mal parce que si vous la posez sur WhatsApp, ça me permet que la réponse soit vue par tout le monde. Comme ça, ça permettra à tout le monde de réviser. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes vacances, bonne révision. Et donc, la prochaine étape, c'est BIA blanc le samedi 26 avril, 14h30.